Bonjour. Ok. Si vous en êtes d'accord, je propose qu'on commence doucement. Merci à ceux qui sont là en présentiel et merci également à ceux qui sont là à distance pour cette première conférence nationale sur l'éthique du numérique en santé. Donc en fait, l'ordre du jour, c'est de vous présenter l'éthique du numérique en santé telle qu'elle s'insère au cœur de la nouvelle feuille de route du numérique en santé. La présentation des travaux qui ont été menés depuis le dernier CNS et puis globalement depuis la naissance de la cellule éthique du numérique en santé. On va vous présenter le cadre de l'éthique du numérique en santé et on souhaiterait avoir un temps d'échange sur les travaux à conduire en 2024. Donc les gens qui sont à distance, dès maintenant, vous pouvez mettre dans le chat des sujets qui relèvent de l'éthique du numérique en santé et dont vous estimez qu'ils sont mal traités ou non traités, et des choses qui manqueraient dans le panorama des actions de la cellule de l'éthique du numérique en santé d'ores et déjà. Alors, en premier point, en fait, cette introduction devait être faite par Ella Gariani, qui est prise dans une autre réunion, mais qui va venir plus tard. Donc, je propose qu'on passe son temps de parole et on lui donnera à nouveau la parole dès qu'elle arrivera, de façon à ce qu'elle vous présente sa vision des choses par rapport à l'éthique du numérique en santé. Du coup, moi, je vais enchaîner avec de l'aide sur la présentation des travaux qui ont été menés sur l'éthique du numérique en santé depuis le dernier CNS. Je vais appeler à côté de moi un certain nombre des pilotes des groupes de travail et je vais commencer avec une présentation un peu générale des temps forts de l'éthique du numérique en santé depuis son début. Alors, donc en 2019, dès le début de la DNS, la cellule, il s'est imposé comme une évidence que la cellule éthique du numérique devait avoir sa place dans le panorama des travaux qui étaient conduits par la délégation qui s'appelait à ce moment-là ministérielle au numérique en santé. En février 2022, donc suite aux travaux qui ont été réalisés en 2020 et 2021, on a été au démarrage de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. On était prêt pour proposer une charte de l'éthique du numérique en santé qui a été votée à l'unanimité des États membres. Le 23 juin 2022, l'éthique a été intégrée conformément à la loi OTSS de 2019, intégrée comme critère de référencement des applications de santé qui candidatent au référencement donc, dans le catalogue de services de mon espace santé. Le 23 décembre, la loi de financement de la sécurité sociale 2023, dans son article 53, confirme la nature opposable de l'éthique du numérique en santé en tant que référentiel, au même titre que le référentiel de sécurité et d'interopérabilité. Et aujourd'hui, on va ensemble lancer la publication du cadre de l'éthique du numérique en santé sur le site de l'ANS. Alors, je vais vous présenter donc déjà la première partie des travaux qui concernent finalement l'élaboration de référentiels éthiques. Donc, ces référentiels éthiques, ils sont pour certains d'eux sectoriels, attachés à des outils. On a donc un référentiel de l'éthique des systèmes d'information hospitaliers, un référentiel de l'éthique des logiciels de gestion de cabinet, un référentiel de l'éthique des systèmes d'information des établissements socio-médico-sociaux et un référentiel de l'éthique des applications de santé. Donc, en fait, ces différentes dimensions de l'éthique qui nous sont chères, elles sont pour certaines issues de la vision biomédicale, avec tout ce qui est bienfaisance, non-malfaisance, autonomie et justice. 4 dimensions auxquelles on ajoute l'éco-responsabilité, puisque on sait que le numérique en santé a un impact environnemental délétère sur la santé des populations, et donc on ne peut pas d'un côté promouvoir du numérique en santé et de l'autre promouvoir la santé des populations. Donc on va voir comment cet arbitrage est géré au niveau de l'éco-responsabilité. Alors, l'éthique des SIH, c'est un référentiel qui est constitué de 27 critères, avec pour chacun des critères une logique de gradation de maturité, c'est-à-dire qu'en gros, on a une valeur qui est minimale sur les critères, et puis une valeur 2, 3, 4 qui traduit finalement la montée en maturité sur le critère en question d'un SIH. Donc il y a une expérimentation qui est en cours de ce pilier
qui est considéré comme le pilier éthique et développement durable dans le cadre de la certification Maturage qui est portée par la DGOS. Nous, ce qui va vraiment nous importer, c'est la généralisation d'un éco-score des SIH qu'on va essayer de diffuser avec la collaboration de l'ANAP. Il faut savoir que ces approches-là pour les systèmes d'information hospitaliers nous ont valu d'être invités au salon IMSS aux États-Unis et avoir des retombées presse intéressantes. L'éthique des logiciels de gestion de cabinet, c'est un référentiel qui est constitué de 40 critères et qui sera publié officiellement sur le site de l'ANS à compter du semestre prochain. Il n'y a pas encore d'éco-score pour les logiciels de gestion de cabinet, mais les réflexions sont en cours. Donc, dans le cadre de la construction de ce référentiel, on a fait une enquête auprès des patients et on leur a demandé est-ce que vous savez si votre professionnel de santé utilise des outils numériques pour votre prise en charge? Et on voit que finalement, il y en a un tiers qui ne sait pas ou qui dit non. Ce qui n'est pas en rapport avec la numérisation des cabinets de ville. Et si on leur demande est-ce que vous avez été explicitement informé du fait que votre professionnel de santé utilisait des outils numériques, là on voit qu'on a 2/3 de non et de non. Donc ils n'ont jamais été informés. Donc en gros ça interroge sur l'éthique des LGC, sur la façon finalement de communiquer avec le patient, l'utilisation d'un outil numérique et pour quelle finalité. Si on passe maintenant à l'éthique des systèmes d'information des secteurs social et médico-social, donc on a un référentiel qui est constitué de 38 critères. Il est plutôt destiné aux DSI des établissements et aux structures en elles-mêmes. La publication du référentiel est prévue pour le prochain semestre et en gros, donc ce référentiel il a été fait dans le cadre de la prise en charge sociale, médico-sociale, avec un zoom qui a été demandé par les différents participants du groupe de travail sur l'accompagnement à domicile, qui était plus spécifique finalement que ce qu'on trouvait par exemple sur la prise en charge en EHPAD par exemple. Donc il y a des relations aussi au niveau des travaux avec la version ESMS de Mathurin sur le fait d'avoir des critères éthiques dans cette certification. Alors pareil, on a fait aussi un questionnaire en ligne grâce à France Assos Santé, comme le précédent avec les patients à propos des cabinets de ville. Là, c'était plutôt avec les patients qui étaient des personnes accompagnées, voire les aidants. Là, on a un nombre de réponses qui est moindre. Mais en fait, la question qui était posée, c'est quels sont les impacts positifs du numérique. Donc on voit les réponses qu'ils nous ont données. C'est surtout le partage des informations entre les professionnels pour les personnes accompagnées, mais également pour les personnes aidantes. Et on voit des petits verbatims qui vous sont proposés. Alors, l'éthique maintenant des applications de santé, donc on en a parlé, c'est en gros un référentiel qui a été publié et qui fait l'objet d'un texte réglementaire au même titre que le référentiel de sécurité et d'interopérabilité. Donc 34 critères distribués en 5 catégories. Là, on a la qualité du contenu, l'accessibilité à tous, la transparence des traitements qui sont réalisés, le cas particulier de l'intelligence artificielle et des critères qui sont dans le chapitre développement durable, dont un éco-score. En juin 2022, il y a eu un arrêté relatif aux critères applicables au référencement qui a été publié. Il y en a eu plus récemment un arrêté rectificatif ou complémentaire, mais en gros, l'essentiel est complètement gardé. Et puis, donc finalement, ça permet le référencement des applications de santé dans le catalogue de services. Et là, vous en avez quelques-unes. Il y en a à peu près 25 aujourd'hui qui sont référencées. On en parlera pour l'éco-score. On a quand même plus que 25 éco-scores qui ont été calculés. Donc, il y a certaines applications qui sont en avance sur le calcul de l'éco-score par rapport finalement à leur dossier de candidature, notamment sur les critères de sécurité et interopérabilité. Donc là, en fait, j'en ai fini avec les référentiels sectoriels attachés à des outils. Et je vous propose de continuer la présentation des travaux avec les travaux qu'on portait sur l'éthique de la télésanté au sein du GT8, qui était coporté par la DGOS. Donc en fait, au sein de la télésanté, on n'a pas vraiment un référentiel, mais on a proposé une grille.
une grille de critères qui sont organisés en 6 dimensions. Donc, il y a le patient, son accompagnant, le professionnel de santé, le motif de l'acte de télésanté, le déroulé de l'acte de télésanté et la technologie qui fonde cet acte de télésanté. Pardon. Et alors, à l'intérieur de chacune de ces dimensions, il y a des critères qui sont proposés. Donc, on a publié en juin 2023 cette grille, comme une grille de réflexion éthique pour l'analyse des situations complexes en télésanté. Et en fait, si vous voyez les petites copies d'écran là où les petites images qu'on vous a mises, on voit en fait une grille qui a été complétée. L'idée, c'est de colorier en vert les critères s'ils sont vérifiés, en rouge s'ils ne sont pas vérifiés, en gris si la réponse est pas connue à la question que pose le critère, et en orange si c'est pas adapté. Et donc on voit par exemple que en gros le déséquilibre ou la tension éthique peut naître du fait qu'il y ait du rouge qui s'installe dans certaines des dimensions, plus dans une ou de façon équilibrée, distribuée dans toutes. Et donc c'est ça en fait le signal d'alarme pour le professionnel de santé, pour lui révéler la tension éthique de cet acte de télésanté qu'il est en train de conduire. Et en fait, les travaux qui ont été réalisés avec cette grille de l'éthique de la télésanté ont été réutilisés en grande partie pour construire le référentiel de l'éthique des systèmes d'information de téléconsultation. Alors, ce référentiel de l'éthique de la téléconsultation est construit sur la base de 33 critères qui s'explicitent en exigences et en éléments de preuve, comme c'était le cas pour les applis de santé. Donc là, en juin, il y a une concertation, le référentiel, alors pas que éthique, le référentiel de sécurité, interopérabilité et éthique a été mis à la concertation publique, et puis il a été finalisé, il est en cours de publication, c'est-à-dire qu'il doit faire l'objet d'un arrêté, et depuis novembre, on a ouvert en bêta-test l'accès à l'éco-score de la téléconsultation. Il y a déjà 2 éditeurs qui ont réalisé leur éco-score, et donc c'est des choses qui sont en cours. Donc là, je vous ai mis, je ne sais pas si c'est lisible, certaines des exigences éthiques de ce référentiel. Donc le système doit être intuitif, c'est-à-dire simple d'usage pour tous les publics, facilement compréhensible et ne demandant aucune formation. Il doit être développé dans l'intention de n'exclure aucun public. Il doit permettre aux professionnels de santé d'évaluer la capacité du patient à consentir à l'acte de téléconsultation. Il doit permettre au patient de confirmer son libre choix au recours de la téléconsultation. Il doit permettre à l'accompagnant, s'il y en a un, de s'identifier. Il doit permettre de recueillir l'engagement de l'accompagnant à garder confidentielles les informations échangées lors de la téléconsultation. Il doit permettre au patient de préciser sa localisation durant la téléconsultation. Il doit aussi informer le patient dès lors qu'il y a éventuellement une réutilisation des données issues de la téléconsultation à d'autres fins que la téléconsultation. Ça, c'est des choses qui sont en rapport avec la transparence des traitements. Et il doit y avoir, en cas de réutilisation, un recueil du consentement du patient. Voilà. Donc ça, c'est un référentiel qui est prêt. Là, il y a eu des petits délais. Normalement, l'arrêté aurait dû être publié avant la fin de l'année, mais ça va être fait très rapidement. Alors, pour l'éthique de l'IA, je vais appeler David Gruson, qui va vous présenter les travaux qui ont été réalisés. Et puis après, les autres, vous préparez. Un grand merci Brigitte, je serai très très synthétique. Vous savez que l'an dernier avait été publié un guide méthodologique sur l'accompagnement des systèmes d'IA, avec un gros travail mené par la DNS, par Brigitte, un groupe de travail pluridisciplinaire auquel participent l'ensemble des acteurs. Et donc là, des travaux avancent sur la partie éthique de l'IA. Je salue la présence de Jean-Louis Freys, d'Arnaud Ogris au titre du SNITEM, pour essayer d'avancer vers la construction de 2 critères applicatif, indicatif. Je vois aussi Arthur Dauphin et France Asso Santé, les représentants des patients, s'y associent, dans un contexte où un travail d'élaboration collective a été constitué pour essayer de se situer dans le sillage de ce guide méthodologique, en essayant d'être dans l'esprit de faciliter la diffusion de cette innovation, de le faire dans un contexte
où on ne va pas ajouter des critères opposables complémentaires, mais plutôt aider sur le cheminement du développement de l'IA, et dans un contexte où vous voyez que les travaux de la DNS ont été en résonance, et je salue le ministère et en général et Brigitte en particulier pour cet esprit d'anticipation, d'être en écho avec ce qui se passe également au plan européen. Et donc là, vous avez vu que l'élément important des derniers jours, c'est l'accord qui a été trouvé en trilogue sur le règlement européen sur l'IA, qui établit là, pour le coup, une base réglementaire opposable, un calendrier d'entrée en vigueur. Et donc, on va avoir, nous, à continuer ce cheminement à la fois de pédagogie, d'échange, pour pouvoir être concret, ne pas ajouter de l'opposabilité à l'opposabilité, c'est important, mais donner des lignes directrices permettant d'avancer dans cette direction. Donc c'est une grille dont vous prendrez connaissance, qui établit une série de critères opérationnels, mais qui sont des critères qui se situent encore une fois dans le sillage de ce référentiel qui avait été publié l'an dernier, avec des principes clés, les obligations que vous connaissez, que d'ailleurs reprend le règlement européen sur l'IA, sur l'information des patients, sur la supervision humaine de ces systèmes, dans la conception, dans l'application en vie réelle, l'objectif étant d'être le plus concret possible et d'être en cohérence avec ces travaux. Un petit mot de contexte complémentaire d'ailleurs, pour vous dire que on a entendu un peu le champ lexical de la surréglementation européenne. Vous avez vu qu'il y a 6 semaines a été publié l'executive order de Joe Biden qui en fait établit là un texte opposable avec un niveau de contrainte de régulation en de très très nombreux points similaires à ce qui se passe dans le règlement européen sur l'IA. Donc il faut être cohérent et garder cette ligne et puis poursuivre la mise à disposition de ces outils pratiques. Il y a un champ de discussion que l'on suit dans le groupe sur l'IA générative et qui, vous voyez, est tout à fait là aussi en écho avec les discussions qui se poursuivent au niveau européen. Et vous avez entendu notamment le président de la République exprimer son point d'attention sur la nécessité d'éviter des questions de surrégulation sur ces sujets d'IA générative. Donc on trouve ce cap, et en tout cas ce travail, il est pratique, utile, indicatif, et on va garder ce dialogue, et je pense que c'est vraiment l'office de cette cellule du TIC du numérique d'avoir un lieu de discussion et de partage sur ces avancées. Vous avez vu dans les éléments d'entrée en vigueur du règlement européen sur l'IA que les choses vont arriver vite, avec, après l'adoption, à plus 6 mois, une première entrée en vigueur pour les secteurs dits d'usage interdit, à plus 1 an sur l'IA générative et à plus 2 ans pour les secteurs à haut risque, la santé étant un secteur à haut risque. Ça veut dire qu'on a, avec les acteurs, à continuer à construire ces référentiels indicatifs, y compris sur le terrain de la normalisation. Un travail va arriver avec l'AFNOR sur la normalisation, sur la partie plus spécifique garantie humaine de l'IA, et il faut garder cette plateforme d'échange pour continuer à fixer les bonnes pratiques et les inciter. Effectivement, peut-être que je rajouterais que les travaux autour de l'élaboration du critère de l'éthique de l'IA sont effectivement conduits en cohérence. En tout cas, on a vraiment l'œil sur ce qui se passe sur le règlement de l'IA, sachant que le règlement de l'IA, c'est pas propre à la santé, donc c'est une petite différence quand même. Pas moindre, pas des moindres. Mais quand même, effectivement, on veut pas se démarquer de ce qui se passe au niveau de l'Europe. Il faut qu'au contraire, on soit en cohérence dans la mesure où, effectivement, il n'est pas question qu'il y ait des critères spécifiques Europe et des critères spécifiques France. Par ailleurs, il y a des labels qui sont en train de se créer, dont le label Etikia d'ailleurs, mais pas que. Il y a un label qui est porté par Numéum, il y a un label qui est porté par un certain nombre d'acteurs, dont certains sont vraiment français, donc avec une couverture nationale. Et en fait, l'idée, c'est de voir s'il y a des labels qui portent un certain nombre des critères du référentiel. Nous, en gros, ce qu'on veut, c'est que finalement les critères soient couverts. Si un candidat arrive avec le référentiel Etikia, on lui demandera de compléter par rapport à les critères qui n'ont pas été portés par justement ce label-là, quoi. Voilà. Donc ici, effectivement, on travaille sur la définition de ces critères et
on ouvre tout un pan sur l'IA générative parce que finalement, ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on croyait, mais on est prêt. Donc, on va être en capacité de travailler également sur ce sujet-là. Maintenant, je vais appeler Nathalie Bodinière qui va nous parler du développement durable, qui n'est pas le GT1, mais le GT6. Voilà. Merci Brigitte. Donc moi, je vais vous parler du développement durable. Donc c'est en effet le GT6, le groupe de travail sobriété numérique et développement durable. Donc ce groupe de travail, il a été créé en 2020 autour de cet enjeu finalement de développement durable et comme le disait Brigitte tout à l'heure, de rebond par rapport au principe de non-malfaisance, puisqu'il s'agit de préserver par là finalement la santé humaine. Alors, d'abord, ce groupe de travail, il a dû monter en compétence sur le sujet en s'entourant d'experts du Green IT. Et sur cette base-là, s'est fixé des objectifs, donc des objectifs d'accompagner et de favoriser les démarches de responsabilité environnementale du numérique des acteurs, donc que sont les éditeurs, les responsables d'établissements sanitaires, médico-sociaux, les DSI et puis tous les acteurs finalement du secteur dans leur démarche. Donc il ne s'agit pas de refaire ce que font déjà très bien les experts du Green IT, les différents think tanks, mais plutôt d'adapter, de s'inspirer de ce qu'ils font et d'adapter ce qu'ils font pour avoir des choses, on va dire des outils, des ressources, un accompagnement qui soit adapté au secteur de la santé et applicable, donc adapté aux contraintes, aux exigences du secteur de la santé. Donc un premier travail qui a été réalisé, c'est la publication d'un rapport qui a été publié en mai-juin 2021, qui s'intéresse aux sources de l'impact du numérique en santé, impact environnemental, qui identifie des leviers adaptés donc, au secteur et qui explore ce que veut dire sobriété du numérique en santé finalement à l'heure de l'accélération du numérique en santé, de l'accélération du virage. Ensuite, à la suite, un certain nombre d'outils ont été publiés, donc 3 écoscores qui permettent aux éditeurs et aux acteurs de calculer leur impact environnemental et surtout d'identifier des pistes d'amélioration. Donc il s'agit de l'écoscore des applications qui est un critère exigé dans le cadre du référencement des applications de santé dans le catalogue de services de Mon Espace Santé. Ça a été sorti en mai 2022. Aujourd'hui, on est au-delà des applications qui ont été référencées. On a 60 applications qui ont calculé, enfin à peu près, je crois qu'on en est à 59. Hier, on était à 59 applications qui avaient calculé leur écoscore et donc identifié des pistes pour s'améliorer. À la suite de ça, on a l'écoscore de la téléconsultation en application du référentiel des solutions de téléconsultation. Cet écoscore est sorti il y a à peu près un mois et demi. Donc, est d'ores et déjà disponible pour les éditeurs de solutions de téléconsultation. Sur ce même modèle, mais cette fois destiné aux responsables d'établissement, DSI d'établissement, on a un écoscore des systèmes d'information hospitaliers qui permet de calculer l'impact environnemental du système d'information de l'hôpital de façon complète et du fonctionnement de la DSI. Donc cet écoscore, lui, fait référence plutôt à Maturin-H, on en parlera tout à l'heure, et s'intègre là-dedans. Au-delà de ça, et grâce à cette expérience, la DNS aujourd'hui pilote l'axe 8 de la planification écologique du système de santé qui est piloté par Agnès Firmin-Baudot. Et pour poursuivre les travaux, on est en cours en ce moment de réalisation, de rapprochement avec le ministère de la Transition écologique pour standardiser, ou en tout cas proposer un écoscore des SIH qui soit compatible avec les standards du Green IT, et notamment avec l'ADEME. On participe également à une étude sur la numérisation de l'anatomopathologie, en lien avec la mission de transition digitale de la pathologie, de la NAPAD, et on participe à la rédaction du chapitre Green IT d'un ouvrage européen sur la maturité du numérique. Et puis on aura l'occasion de vous consulter tout à l'heure sur les travaux que vous pouvez imaginer pour compléter ces actions-là. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, c'est ce qui a été présenté. Donc
Ce côté développement durable, sobriété numérique s'est imposé assez rapidement, puisque c'est le GT6, donc en fait il vient bien avant, là on est GT12-13, dans la mesure où effectivement il s'insérait, comme l'a dit Nathalie, dans la dimension de la non-malfaisance, mais on l'a sorti, comme vous avez pu le voir. En fait, tous les référentiels s'appuient sur 5 jambes, c'est les 4 jambes de l'éthique biomédicale, bioclinique, donc la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie et la justice, et on aurait pu mettre tout ce qui était développement durable, impact environnemental dans la non-malfaisance, mais on l'a sorti pour mettre en visibilité ces actions et cette réflexion-là, en fait. Voilà. Donc, du coup, on va passer à la suite. Je ne vois pas Guillaume. Je ne vois pas Guillaume de Duras. Bon. Alors, Guillaume de Duras est la personne qui pilotait ce groupe de travail. C'est un groupe de travail, en fait, dont la cible, c'était le grand public. L'idée, c'est de se dire, OK, on fait plein de choses sur l'éthique du numérique en santé, mais on n'a pas envie de parler qu'aux éditeurs. On veut aussi toucher le grand public, puisque finalement, c'est ça le challenge. C'est toucher le grand public pour essayer d'expliquer, de convaincre, et de faire naître l'adhésion et la confiance. Donc, le meilleur moyen qu'on avait trouvé, c'est de faire des petits films d'animation qui soient largement diffusés. Donc là, on est dans la deuxième vague. On avait fait déjà une vague de 4 films qui étaient avec une campagne de diffusion sortie en octobre 2020. Et là, c'était plutôt les bénéfices du numérique en santé, parce qu'on s'était dit d'attaquer tout de suite avec l'éthique du numérique en santé. C'était peut-être un peu prématuré par rapport au niveau de compréhension finalement du grand public. On était en 2020, on était en plein Covid, donc voilà, donc on s'est dit on va parler des bénéfices. Et puis là, au niveau de la deuxième vague qui a été lancée au mois de novembre dernier, on a 4 films qui parlent vraiment de l'éthique du numérique en santé, avec un film sur Marie, qui présente finalement la téléexpertise et les conditions éthiques de la réalisation d'une téléexpertise. On a aussi une téléconsultation pour une personne âgée qui s'accompagne comme aidant de sa voisine, avec tout le contexte aussi éthique de la réalisation de ce type de téléconsultation. On a aussi un film sur l'éthique de mon espace santé, avec la mise en avant de la bienfaisance, de la non-malfaisance, etc. Et puis on a aussi un film qu'on va vous présenter, c'est que finalement, le consentement, ce n'est pas obligatoire. On peut ne pas consentir. Voilà. Donc si on peut lancer le film... Philippine est diabétique. Elle souhaite bénéficier d'un suivi de son diabète via une application de santé. Elle se connecte à son espace santé et choisit dans le catalogue de services l'application de suivi du diabète Glycémitrix. Son médecin traitant lui avait expliqué lors de sa dernière consultation qu'elle pouvait consentir ou pas à l'échange de données entre une application choisie dans le catalogue de services et son espace santé. Si Philippine consent aux échanges de son espace santé vers Glycémitrix, l'application peut s'enrichir des données de son espace santé pour adapter au mieux son suivi. Si Philippine consent aux échanges de Glycémitrix vers son espace santé, l'application peut enrichir les données de son espace santé en poussant par exemple les glycémies que l'application aura collectées. Philippine hésite et finalement choisit de ne consentir qu'à l'échange de données de Glycémitrix vers son espace santé. Ainsi, Glycémitrix pourra enrichir les données de l'espace santé de Philippine, mais ne pourra pas récupérer automatiquement des données de son espace santé. Le médecin traitant et l'endocrinologue de Philippine pourront se coordonner pour garantir la meilleure prise en charge de Philippine en ayant accès au dossier médical de Philippine enrichi des données de l'application Glycémitrix. Une fois l'application Glycémitrix téléchargée, Philippine se connecte et paramètre l'application. Glycémitrix propose à Philippine de réutiliser les données collectées par l'application pour d'autres finalités que le suivi de son diabète. Philippine peut choisir de consentir à une, toute ou aucune de ces finalités secondaires. C'est elle et elle seule qui décide. Elle choisit de donner son accord à la réutilisation des données collectées par Glycémitrix pour la recherche, car elle souhaite contribuer au progrès médical. Pour sa santé, Philippine dit oui au numérique. Consentir au traitement de ces données de santé n'est pas obligatoire. De même, l'utilisation des applications du catalogue de services peut se faire avec ou sans échange avec mon espace santé. Ne pas consentir est toujours une option, et cela sans aucun impact sur la prise en charge ou la qualité des soins reçus.
je vous encourage à aller voir les autres si ça vous intéresse. Donc, ce type de petit film, il a vocation à être distribué. Donc, comment ? Via nos partenaires. Donc, les partenaires, c'est la DGOS, c'est les ARS, c'est le Collège de la médecine générale, c'est bien sûr France Assos Santé, c'est un certain nombre de fédérations hospitalières, c'est certains grades aussi qui mettent sur leur site, c'est l'assurance maladie également. Et au-delà de ça, on a une collaboration avec un diffuseur dans les salles d'attente de ces petits films qui passent en boucle avec d'autres supports vidéo. Mais disons qu'effectivement, c'est là aussi, donc, dans je crois, 1500 points de diffusion sur les 4 semaines depuis le mois de novembre, donc jusqu'à là maintenant, quoi. Voilà, donc on ne manquera pas de vous faire un retour de l'impact et en espérant que ça soit le plus apprécié possible. Alors, du coup, je vais appeler maintenant Jean-Louis Fraisse, si j'arrive à passer. Je n'arrive plus à passer à la slide d'après. Oui, ça y est. Jean-Louis, qui est le pilote d'un groupe de travail dont l'objectif était d'organiser des journées régionales de l'éthique du numérique en santé, avec les ARS et les espaces de réflexion éthique régionaux. Bonjour, merci Brigitte. Donc du coup, moi ma mission c'est en effet de parler des journées régionales d'éthique du numérique en santé. Donc les premières, elles avaient débuté déjà en 2020 avant l'épidémie de Covid. Donc c'était la région Occitanie qui avait pris l'initiative à l'époque d'organiser cette première journée, qui avait rassemblé beaucoup de monde, dont un certain nombre qui sont ici aujourd'hui avaient assisté. Et donc, depuis 2020, ça a été 12 journées qui ont été organisées dans 10 régions. Alors, vous voyez un peu la répartition, le mapping. On reviendra après sur les objectifs. Pour une fois, on va commencer par ce qui a été réalisé ou en cours. Donc, du coup, vous voyez sur la partie jaune de la carte de France, on a une très grande partie du territoire, puisque jaune et orange très foncé là, où on voit les régions qui ont organisé une ou deux sessions depuis 2020. Ensuite, après, en rosé, la région centre et la région Normandie, c'est en cours d'organisation. Et puis, la région parisienne, c'est en gris. C'est en attente, mais en tout cas, on sait que ça se fera dans un avenir plus ou moins proche. Alors, ces régions ont organisé ça avec beaucoup de dynamisme. On a eu beaucoup de participants. Alors, évidemment, en présentiel, en distanciel, mais en présentiel, ça a été très suivi, avec un public très large. C'était des professionnels de santé, des usagers, des industriels, des institutionnels, des universitaires. Ça a vraiment permis de rassembler tout l'écosystème de la santé pour parler de ces sujets numériques qui sont aussi importants. Alors du coup, l'initiative, c'était la délégation du numérique en santé qui l'a portée, et Brigitte en particulier, et ces régions ont organisé tout cela en collaboration avec les agences régionales de santé, bien sûr, les espaces régionaux d'éthique, France Assos Santé, qui était toujours à nos côtés, et bien sûr l'Agence du numérique en santé et la délégation du numérique en santé. Alors pourquoi ces journées ? Alors aujourd'hui, évidemment, l'éthique du numérique en santé, c'est complètement diffusé, complètement acquis. Et finalement, qui pourrait parler d'application de santé sans faire référence à l'éthique ? On l'a vu, le consentement, tout un tas d'autres choses. Le fait que si on ne consent pas à l'utilisation secondaire de ces données, on est quand même soigné de la même manière. Alors évidemment que ça paraît logique, mais en tout cas, c'était important de le marteler et de le rappeler. Donc du coup, l'objectif de ces journées, c'était d'abord d'aller décliner ce qu'on voulait distiller en termes de notions d'éthique très opérationnelles dans le comportement des gens dans la santé et particulièrement autour des outils du numérique en santé. Et donc on a vraiment opérationnalisé ces notions d'éthique parce qu'on sait que quand on ouvre Internet et son dictionnaire, l'éthique, ça peut revêtir un certain nombre de choses qui n'est pas toujours compréhensible par les gens. Et du coup, ça a permis de diffuser tout cela et de l'opérationnaliser. Alors, évidemment, l'idée aussi, c'était, comme toujours, le descendant et aller capter les remontées du terrain. Donc, l'idée, c'était d'aller dans les régions
Et là, du coup, de laisser les régions, enfin, non seulement de les laisser, mais de les encourager à s'exprimer sur les initiatives qu'elles mettaient en œuvre pour déployer ces outils d'éthique du numérique en santé. Et alors là, on a eu des témoignages très, très importants, avec évidemment des industriels qui mettaient en œuvre des solutions, mais également les partenaires qui avaient co-construit ces solutions, et puis les associations de personnes malades sur le terrain, et aussi, rappelons-le, beaucoup d'intervenants du médico-social, parce que en 2020, on avait moins de gens du médico-social, mais on les avait associés déjà. Et alors aujourd'hui, vraiment, ils sont là, pleins et entières. Donc, donner la parole, aller au plus près des territoires, et puis aussi enrichir la réflexion, parce que évidemment, il y a plein de choses qui se font dans les régions. Et donc, aujourd'hui, c'est des journées qui continuent à être organisées, portées par Brigitte, avec toujours le même succès. Et donc, du coup, on vous tiendra au courant sur la suite des dates qui ne manqueront pas de venir. Merci. Merci beaucoup. Alors, la première date, c'est demain, puisque on sera à Caen pour la journée régionale de Normandie. Voilà, donc je ne peux que m'associer à ce qui vient d'être dit. Peut-être juste une petite remarque additionnelle, c'est qu'en fait, ces journées régionales du numérique en santé, elles se caractérisent par une certaine alchimie. C'est-à-dire, moi, j'aime bien dire qu'en fait, au démarrage, des gens viennent parce qu'ils sont intéressés par le sujet ou parce que justement ils sont en crainte de certaines choses, ils cherchent des réponses, ils cherchent à être assurés ou ils cherchent au contraire à même pour certains détruire les efforts de confiance qu'on pourrait faire. Donc il y a des détracteurs, voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent et c'est tous des individus. Et puis, il y a ces moments d'échange, il y a des moments où on a des interactions, des tables rondes, des ateliers, on répond aux questions, on suscite même des questions et on répond par anticipation, etc. Et à la fin, en fait, quand tout le monde s'en va le soir, on est tous de la même famille. Il y a cette espèce d'alchimie où chacun vient individuellement avec sa manière de penser, etc. Et cette communion au niveau des sujets, au fait que la discussion, la parole est libre, elle rebondit de l'un à l'autre, etc., c'est qu'à la fin, en fait, les gens, ils ne veulent plus partir, quoi. Ils sont là, ils en veulent encore. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper sympathique. Vraiment, moi, je trouve ça même émouvant, quoi, ce côté, ça marche à tous les coups, donc c'est super. Voilà. Donc du coup, là, je crois qu'on a terminé avec la présentation des travaux de la cellule éthique du numérique en santé. Donc vous avez bien vu, on a des référentiels qui ont vocation à être opposables, dont certains ont déjà fait l'objet de textes, d'arrêtés et qui sont vraiment rentrés dans le réglementaire. On a aussi des réflexions qui sont conduites sur la grille de l'éthique de la télésanté. On a des référentiels qui ne sont pas encore aboutis pour les logiciels de gestion de cabinet, l'IA. Et on a ce côté d'aller vers le grand public, aller vers les citoyens, les usagers, avec les petits films et les journées régionales qui sont organisées. Alors, tout ça, c'est bien, hein. Donc c'est une obligation d'effort, de moyens. On essaye de faire en sorte que le numérique en santé qui va être élaboré, qui va passer les fourches du référentiel, qui va être imbibé de tout ce qui est fait au niveau de la cellule éthique, et finalement, le numérique en santé qui va sortir, il sera éthique, mais c'est un peu comme le médicament, quoi. Un médicament, on s'est donné les moyens avec des essais thérapeutiques de phase 1, 2, 3, les essais randomisés, etc. Puis hop, il y a l'autorisation de mise sur le marché. Mais c'est pareil, on l'a testé que sur 1000 personnes, le médicament, au mieux. Des fois, c'est des échantillons plus petits. Donc, on met en place une pharmacovigilance, c'est-à-dire la vigilance sur la pharmacologie du médicament. Donc, essayer de détecter des effets secondaires qu'on n'avait pas vus ou des effets indésirables ou des interactions médicamenteuses, etc. Eh bien, nous, c'est un peu pareil. Malgré tous les efforts qu'on fait pour essayer de mettre en place un numérique en santé qui serait éthique, eh bien, il est possible qu'il y ait des choses qui, finalement, questionnent sur l'éthique après, entre guillemets, la mise sur marché, c'est-à-dire, finalement, le passage des différents filtres jusqu'à la diffusion très large. Du coup, on s'était dit, on va mettre en place une plateforme d'éthico-vigilance, c'est-à-dire la vigilance éthique associée à l'utilisation par le plus grand nombre de ces outils qui ont pourtant été mesurés, évalués, etc. En amont.
Donc, l'idée, c'est cette plateforme d'éthico-vigilance qui va permettre à tout usager de décrire une mauvaise expérience qu'il aurait vécue avec l'utilisation d'un service numérique. Donc, cette plateforme, elle est bien sûr anonyme. Alors, bien sûr, on aurait voulu la faire non anonyme, mais ça demandait un texte de loi, puisqu'on faisait un traitement de données personnelles. Donc, ce n'était pas possible, dans un premier temps au moins. Donc, pour l'instant, la plateforme, elle va être anonyme, ce qui nous empêche de revenir vers la personne qui a fait le signalement. Mais le contrat qu'on fait avec ces personnes qui vont faire des signalements, c'est qu'on donnera les réponses, on dira le signalement, on donnera la réponse qui aura été faite dans une foire aux questions qui sera dynamiquement actualisée. Donc, comment ça marche? Est-ce que tu veux venir, Nathalie? Donc, le principe, c'est accessible à tous. Dès aujourd'hui, on lance officiellement cette plateforme d'éthico-vigilance. Donc, le signalement est anonyme et donc, on recueille le signalement. Et de quelle manière? Donc, le signalement est en effet anonyme et le questionnaire, finalement, qui va permettre à l'usager, qui peut être aussi un professionnel de santé, hein, bien sûr, de faire son signalement est sur santé.fr, puisque santé.fr, c'est aujourd'hui l'outil destiné à tous, au grand public. Et le formulaire, donc disponible sur santé.fr, sur le lien qu'on avait vu tout à l'heure, mais on aura l'occasion de vous le redonner, prend cette forme-là. Donc, c'est assez simple. Si on veut bien, si Manon veut bien lancer. Voilà, on n'a pas trop de réseau ici, donc je ne peux pas vous le faire en parallèle, en temps réel. Donc, il s'agit tout simplement de répondre à un petit questionnaire qui demande à l'usager s'il utilise en effet des applications numériques. On l'interroge sur quelle est l'application concernée par le problème qu'il veut signaler. On lui permet ensuite de caractériser, de nous offrir des possibilités de comprendre l'expérience négative qu'il a vécue en la décrivant et en la caractérisant via des petites questions. On essaie de comprendre la difficulté qu'il a rencontrée et on l'interroge également sur ce qu'il a ressenti. C'est important dans une perspective éthique de savoir ce qu'il a ressenti. Est-ce que c'était du stress, de la frustration et quel a été l'impact de cette mauvaise expérience sur le déroulé de la suite de sa prise en charge. Et ensuite, on essaie de l'interroger sur qu'est-ce qu'il a fait ensuite. Est-ce qu'il a obtenu de l'aide via l'outil qu'il a utilisé? Est-ce qu'il a réussi à trouver un contournement? Et enfin, est-ce qu'il a une suggestion à faire pour résoudre le problème qu'il a rencontré? Ce qui nous permettra d'avoir suffisamment, on l'espère, de détails pour ensuite traiter et reproduire. Voilà, c'est ça. Grâce au comité. Alors, merci beaucoup Nathalie. Donc en fait, on a fait en sorte que ça soit assez limpide. C'est-à-dire qu'en gros, on ne voulait pas que ça soit compliqué, on ne voulait pas que ça soit trop long, on voulait que ça soit vraiment facile. C'est pour ça que, comme on ne sait pas caractériser un problème éthique, en fait, on ne pouvait pas leur dire si vous avez, et puis donner la définition du problème éthique. Donc en gros, c'est des questionnements en rapport finalement avec l'utilisation d'une solution numérique, et puis on donne des exemples. Voilà, et on dit, voilà, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être ça. Bon, ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas pu m'en servir, ou il y avait des questions, je n'avais pas envie d'y répondre, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des questions qui étaient intrusives et que je ne voyais pas l'intérêt, enfin, le pourquoi de ces questions, ou en fait, parmi les réponses qu'on me proposait, il n'y avait pas la mienne, donc du coup, je n'ai pas pu continuer. Enfin, voilà, toutes sortes de situations qu'on a un peu envisagées de façon à aider la compréhension. Sachant que, bien sûr, il y a toujours un champ de texte libre pour expliquer si finalement les propositions qu'on fait ne sont pas adaptées, ne collent pas. Donc, ce questionnaire, c'est quelque chose de difficile parce qu'on sait bien, en tout cas, on pense qu'il va y avoir des questions qui vont être en rapport avec des bugs, même si on a pris les précautions. On leur a dit on ne traite pas les bugs. Après, il y aura peut-être des questions qui seront plutôt en rapport avec du réglementaire, RGPD. Et donc, on a dit à nouveau que non, ce n'était pas ça non plus. Mais bon, on sait très bien qu'on va récupérer un certain nombre de choses. Donc, du coup, on va essayer, même si on l'a fait au maximum avec le type de questionnaire, de filtrer. Donc, on va vérifier dans un
premier temps à la réception des signalements, que les critères d'exclusion, il n'y en a pas, hein, qu'on est bien dans la cible de ce qu'on attend. Et puis, on a un comité d'experts que je vais vous présenter, où on va désigner 2 rapporteurs qui vont instruire finalement le signalement, présenter des conclusions au cours des réunions de ce comité d'experts, et puis on va publier les analyses qui ont été faites dans cette foire aux questions, FAQ, qu'on a trouvé comme étant le seul moyen de répondre aux gens qui ont remonté des signalements sans connaître leur identité. Et puis, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que toutes ces remontées sont hyper précieuses, dès lors qu'elles sont bien dans la cible, hein, parce qu'elles vont alimenter les réflexions de la cellule éthique du numérique en santé. Nous, on fait toujours pareil, on essaye d'être le plus large possible, mais il y a toujours des choses qui nous échappent. Et donc ça va alimenter les réflexions pour l'évolution du cadre de l'éthique du numérique en santé qu'on va vous proposer tout à l'heure, mais qui repose sur les travaux qu'on a d'emblée décrits, quoi. Alors, on a sollicité l'expertise de gens qui sont, enfin de personnes qui sont extrêmement qualifiés pour nous aider dans cette démarche. Donc il y a Nathalie qui vient de présenter la plateforme, il y a Lina Williat, il y a Gilles Brault qui est avec nous ici, il y a Arthur Dauphin qui est également avec nous ici, Pascal Charbonnel qui est un médecin généraliste, Elsa Godard qui est avec nous aussi, qui est philosophe, psychanalyste, il y a Axel Racinou, parce qu'on pensait qu'il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un de la CNIL pour justement détecter les choses qui vraiment relevaient plutôt du RGPD. Il y a Emmanuel Hirsch, qui est professeur en éthique médicale. Il y a Nadia Cherchem, qui est une cadre de santé qui fait une thèse sur l'éthique du numérique en santé. Il y a Pierre Simon, qui est un spécialiste de la téléconsultation et de la téléexpertise et globalement de la télésanté. Caroline Guillot, qui est directrice citoyenne du Health Data Hub et qui est très impliquée dans la relation avec les usagers. Jérôme Perrin, qui est un membre du Comité national pilote de l'éthique du numérique. Il y a Marie-Catherine Thiem, qui est vice-présidente de France Assos Santé et qui est plutôt compétente sur tout ce qui est handicap. Il y a Pascal Jalon, qui est un médecin généraliste. Il y a Christian Vialon, qui est plutôt dans le médico-social. Puis il y a d'autres personnes dont on attend la confirmation. Donc, on est nombreux parce qu'on attend beaucoup de remontées, donc on est équipé pour les accueillir. Et puis, on veut avoir une double lecture du signalement. Donc effectivement, il faut qu'on soit quand même nombreux pour que la tâche ne soit pas trop non plus chronophage pour les membres qui seraient sollicités. Voilà. Du coup, on a vu que cette plateforme d'éthico-vigilance, dont le lancement est aujourd'hui sur santé.fr, un des objectifs, c'est qu'elle nous alimente en termes de justement vigilance éthique des outils qui sont utilisés et qui sont mis à disposition du grand public. Et ça alimente donc les réflexions qu'on a sur le cadre de l'éthique du numérique en santé. Alors, ce cadre du numérique en santé, voilà comment en fait il apparaît dans le paysage, quoi. Donc on a dit en 2019, c'est la création de la cellule éthique du numérique en santé. En 2020-2023, des travaux ont été conduits pour produire un certain nombre de documents, des documents qui peuvent être des référentiels, qui peuvent être également des recommandations de bonnes pratiques, qui peuvent être également des outils, les écoscores par exemple, et qui peuvent être aussi, par exemple, dans le cadre des journées régionales de l'éthique du numérique en santé, le programme. Parce que chaque région, comme l'a dit Jean-Louis Fraisse, chaque région, en fait, se donne un programme avec un fil conducteur. Il y en a qui ont fait Mon Espace Santé, il y en a qui ont fait l'IA, il y en a qui ont fait l'accessibilité, il y en a qui ont fait le médico-social. Donc le programme, déjà, est intéressant. Ne serait-ce que pour les régions qui n'ont pas encore organisé cette manifestation, ils nous demandent c'est quoi ce que les autres régions ont fait. Donc du coup, voilà, ça fait partie du corpus documentaire de l'éthique du numérique en santé. Donc aujourd'hui, on va ouvrir aussi ensemble le cadre de l'éthique du numérique en santé, en tout cas l'espace de publication à la main de l'ANS, Agence du numérique en santé, qui va mettre à disposition ce corpus documentaire au même titre qu'il existe dans le site de l'ANS
un corpus documentaire en rapport avec la sécurité des systèmes d'information, la politique générale de sécurité des systèmes d'information, au même titre également qu'il y a un corpus documentaire sur le cadre d'interopérabilité. Eh bien, nous, on a un corpus documentaire du cadre de l'éthique du numérique en santé, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est ouvert aujourd'hui également sur le site de l'ANS avec l'URL qui est présente ici. Alors, comment s'est construit finalement ce corpus documentaire? Donc on a bien dit que ça se construisait avec une approche de co-construction au niveau des groupes de travail, avec une approche collégiale, avec une approche d'ouverture de la parole, de la pensée, la pluridisciplinarité, de façon à avoir la richesse des points de vue exprimés et de façon à pouvoir garantir du meilleur qu'on peut la qualité du résultat. Donc les idées sont après structurées selon des principes de l'éthique médicale complétée de l'éco-responsabilité, on en a parlé, et puis il y a plusieurs niveaux de maturité. Il y a la première élaboration du texte, donc on peut avoir un document qui est dans un stade élaboré, on va dire, et puis après, l'étape d'après, c'est qu'il a été évalué, il a fait l'objet d'une évaluation par des acteurs de terrain, et l'étape d'après, ça veut dire qu'il a passé le cap de la concertation. Et puis l'étape d'après, c'est qu'il est finalisé et il a éventuellement fait l'objet d'un texte réglementaire. Donc, on a cette structuration du cadre de l'éthique du numérique en santé, du sens. On a d'une part des référentiels qui sont thématiques, qui s'attachent à des thèmes, le thème de l'accessibilité du numérique en santé, le thème de la transparence des traitements réalisés par les outils du numérique en santé, le thème de l'éco-responsabilité, le thème de l'IA. Donc ça, c'est des référentiels thématiques qui seront transversaux. Et puis, on a des référentiels sectoriels avec, finalement, l'éthique d'un LGC, d'un SIH, d'une appli de santé, etc. À côté de ces référentiels, qu'ils soient thématiques ou sectoriels, on a des documents d'accompagnement des outils. Donc, comme je l'ai dit, des recommandations, des rapports, des outils de calcul, d'empreintes, des écoscores. Et puis, on a des ressources de sensibilisation. Il y aura tous les films, les 2x4 films qui sont à destination du grand public. Il y aura les programmes des journées régionales et il y aura toutes sortes de réactions. Des fois, au niveau des journées régionales éthiques, on fait des interviews d'usagers du public pour leur demander ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, etc. Donc, c'est des choses qui font finalement office de ressources de sensibilisation. Donc, en gros, quand on arrive sur la page du site de l'ANS du sens, on a finalement quelque chose qui caractérise l'éthique du numérique en santé, quelque chose qui va aller plus en profondeur dans les différentes dimensions, avec le rappel de la rosace, en fait, des gouttes. Et quand on clique sur l'une, on a la définition appliquée, la bienfaisance du numérique en santé, bien sûr, appliquée. Et puis, on peut avoir accès au corpus documentaire, où on arrive effectivement à la racine. Là, on peut avoir accès en un clic au contexte général, au référentiel, aux documents d'accompagnement et outils, aux ressources. Et puis, quand on clique dessus, par exemple les référentiels, on a les référentiels sectoriels, on a les référentiels thématiques, et en cliquant, on a accès aux documents qui présentent le référentiel. Voilà. Donc ça, en fait, actuellement, c'est quelque chose qui a l'avantage d'exister, qui donne accès à l'ensemble des textes qui ont été, enfin des documents qui ont été élaborés par les groupes de travail de la cellule éthique du numérique en santé. Actuellement, ça a l'avantage d'exister, j'ai dit, mais il y a encore sans doute des défauts. L'étape d'après, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est de rationaliser le sens avec finalement une remontée en commun des critères qui se trouvent dans plusieurs référentiels sectoriels, par exemple, puisque vous avez compris qu'on a une approche sectorielle, mais en même temps thématique. Ce qui fait que dans le sectoriel, il peut y avoir une répétition de choses qui pourraient être mises en commun au niveau d'un référentiel thématique. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore optimisé. Voilà. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra travailler. En tout cas, l'intérêt, c'est vraiment de mettre à disposition tous les documents du sens de façon à permettre aux gens de s'en approprier, de faire en sorte d'intégrer finalement toutes ces idées, toutes ces notions dans les outils, soit qu'ils développent, soit qu'ils commercialisent, soit qu'ils veulent améliorer. Et voilà. Alors, l'autre étape aussi, c'est en gros
au fur et à mesure que le corpus va être de plus en plus volumineux, c'est d'avoir un petit moteur de recherche qui permet de filtrer, si on veut, des référentiels sectoriels, applications, ou si on veut, etc. Bon, pour l'instant, on a des tableaux qui font la liste exhaustive, mais l'étape d'après, c'est aussi d'aller vers ça. Alors, donc, ce sens, ce n'est pas uniquement statiquement de vous mettre à disposition un corpus documentaire, c'est aussi de faire vivre, parce que l'éthique, c'est vraiment une matière qui est vivante. Vivante, pourquoi ? Parce que ça évolue tout le temps, il y a des nouvelles réglementations, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux règlements, je veux dire, au niveau de l'Europe, il y a des choses qui se passent en permanence, et puis on a la chance d'avoir un tissu industriel qui est très créatif, donc ils peuvent fournir des nouvelles choses et que nous, on n'a pas forcément anticipé, mais qui vont avoir des choses améliorables d'un point de vue de l'éthique. Donc en gros, c'est quelque chose de vivant, et donc il faut qu'on ait un comité de l'éthique du numérique en santé, qu'on a appelé le COMMENCE, qui soit en charge de l'animation et de l'organisation du sens. Donc ça va être porté par l'Agence du numérique en santé. Son rôle, c'est donc de piloter les orientations sur l'éthique du numérique en santé et les travaux de production et de maintenance des documents du sens. Donc là, ça passe par de la veille, mais aussi de l'analyse des retours de terrain, notamment la plateforme d'éthico-vigilance dont on a parlé tout à l'heure, mais pas que. Il peut y avoir aussi des retours par une fédération hospitalière, ça peut aller au-delà que la plateforme d'éthico-vigilance. Et puis, il y a, comme toujours, quand il y a beaucoup à faire, il faut prioriser. Donc, il doit y avoir des arbitrages qui doivent être faits. Et puis, l'objectif final, c'est de faire en sorte de garantir la qualité et l'actualisation des documents et leur bonne concertation avant leur publication. Donc le COMMENCE, c'est quelque chose qui reste à construire. On a déjà une idée des différentes instances qui doivent être membres de ce comité. Donc outre la DNS et l'ANS, il faudra demander à la Haute Autorité de Santé de faire partie de cette instance, l'assurance maladie, le comité national pilote de l'éthique du numérique, France Assos Santé, les ordres professionnels à minima. Après, on pourra élargir. Il peut y avoir aussi des participations ponctuelles à certaines séances de ce comité, notamment par les espaces de réflexion éthique régionaux et même des URPS ou des UNPS par rapport à des sujets qui sont plus en rapport avec cette utilisation du numérique en santé. Voilà. Donc le COMMENCE se réunira régulièrement au cours de l'année, peut-être 2 fois par an. Il s'appuiera sur les travaux des groupes de travail qui vont continuer. Il s'appuiera sur les retours de la plateforme d'éthico-vigilance. Il s'appuiera également sur la prise de la température de ce qui se passe avec l'organisation de la veille qu'il devra mettre en place. Voilà. Alors, nous, on a fini de parler. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui s'est dit là avant de commencer la suite ? Oui, alors, Jean-Louis. Merci pour le micro. Alors moi je suis très heureux d'être venu parce que en fait je trouve qu'il y a des avancées majeures. La plateforme d'éthico-vigilance, alors ça je trouve ça absolument génial. Le COMMENCE aussi. J'avais 2 petites observations. Sur la plateforme d'éthico-vigilance, un jour, est-ce qu'on peut penser que ça s'inscrirait dans les déclarations de matériaux-vigilance, puisque finalement, il y a la matériau qui existe pour les dispositifs médicaux, qui évidemment est très officiel. La loi précise ses actions. Et donc, du coup, il y a des obligations qui sont liées à la matériau. Et je trouve que peut-être un jour, c'est bien de commencer comme ça, c'est génial, ça pourra peut-être, l'éthique, être inclus dans la matériau. Et après, j'ai une autre question, mais si tu veux... Oui. Alors, pour moi, la matériau-vigilance, c'est quelque chose qui est en rapport avec un dysfonctionnement. Oui. L'éthique, c'est un dysfonctionnement, au fond, oui, on peut le considérer, Justement. mais nous, on a éliminé les bugs, par exemple, le truc qui ne marche pas. Et c'est pour ça que c'est un petit peu à côté de la matériau-vigilance. Par contre, on s'inspirera des vigilances pour le traitement, etc. Dans un premier temps, je préfère garder le côté éthico-vigilance, ne pas aller vers la matériau-vigilance, parce que je pense que c'est réduire le spectre.
C'est que nous, on déborde de la matériovigilance. Donc moi, je trouve que cette plateforme, c'est super, elle commence aussi. Petite réaction par rapport au comité d'experts sur la plateforme, il y a absolument tout l'écosystème dedans. Il me semble que quelquefois, les industriels peuvent avoir une expertise dans certains domaines. Et je pense qu'on est à votre disposition pour être présent aussi dans ce comité, à notre place, bien évidemment. Mais on le disait tout à l'heure, le résultat du numérique en santé qui fait qu'on avance aussi vite en France, c'est la constitution de cette famille dont tu parlais tout à l'heure. Et cette famille, il faut la réunir. Il ne faut pas laisser certains acteurs, entre guillemets, à la porte. Et il n'y a aucune provocation dans ce que je dis, bien évidemment. C'est juste très constructif. Oui. Alors, les industriels, on a remarqué qu'on avait encore d'autres noms. Donc, c'est pas que... Et alors, on ne les a pas oubliés. On y a vraiment pensé. Mais on s'était dit... on a poussé en fait le sujet parce que c'était un sujet qui était compliqué. On s'était dit, si on met un industriel, comme finalement on va avoir des retours sur l'éthique de certaines solutions, est-ce que ça ne va pas être inconfortable par rapport à d'autres industriels qui seraient... Alors, ouais, donc il faudrait un représentant, une instance, oui, parce que c'est plus neutre. Oui, non, mais d'accord. Non, mais les industriels, on les a bien sûr, évidemment, c'est les premiers à qui on pense. Mais par rapport à l'organisation et à la façon dont on voulait que ça fonctionne, on était plutôt avec des gens neutres, du coup pas industriels, et les remontées des utilisateurs qui, comme Nathalie l'a dit, sont des usagers, le grand public, des professionnels de santé, etc. Mais c'est pas fermé, comme tu as vu, c'est vraiment pas fermé. Pour l'instant, c'est encore en construction. Il y a des noms qu'on sait, ils ont donné leur accord et on trouvait que l'expertise qu'ils avaient était importante par rapport au sujet. Et ça, c'était un truc un peu épineux, on l'a mis de côté pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Vesnia Zirard, APM News. Alors j'ai une petite question sur le référentiel Mathurin qui embarquera aussi des critères d'éthique. Est-ce qu'on a un peu plus de visibilité sur sa publication et éventuellement plus de détails? Alors, ça c'est une question qu'il faut poser à la DGOS. Nous, on est en attente finalement. C'est vrai que nous, notre pilier, il est prêt, donc on l'expérimente. C'est vrai que c'est un des 7 piliers de la certification Mathurin, donc on le présente comme ça. Mais je crois qu'il y a du retard. Voilà, il y a du retard. Je ne sais pas si je vous ai satisfaite avec cette question. Probablement que non. Mais j'ai pas mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors à distance, on a une question qui date d'il y a 10 minutes. Existe-t-il une adresse fonctionnelle pour exprimer les besoins ou les frustrations spécifiques? Si elles sont spécifiques, je propose la plateforme d'éthico-vigilance, puisque finalement c'est ça en gros. C'est par exemple la frustration par rapport à l'utilisation d'un outil ou d'un service numérique. C'est justement ce que nous, on essaye de recueillir. Alors, ça doit être une frustration pour laquelle il va falloir faire l'effort de formaliser pourquoi. Donc, parce que nous, on veut savoir comment est née cette frustration, avec quelle utilisation, de quel outil. Mais vraiment, la plateforme d'éthico-vigilance, c'est quelque chose qui est appelé justement à répondre à ce type de questionnement. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on enchaîne avec les échanges sur les travaux à conduire en 2024. Donc, nous, on vous a fait un point. Il y a des travaux qui ont commencé en 19, puis qui sont continués en 20. Il y en a qui ont commencé en 21. Il y en a qui ont même commencé en 22, voire même en 23, puisque la plateforme d'éthico-vigilance, c'est quelque chose qu'on avait en maturation depuis le début de l'année et qui est publiée, ouverte aujourd'hui. Mais qu'est-ce que, sur la base de tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que vous voyez comme sujet éthique qu'on n'aurait pas abordé et qu'il faudrait aborder, et pourquoi? Oui. Présentez-vous d'abord. Bonjour, je m'appelle Elsa Godard. Je pratique de l'éthique en tant que philosophe. Et je prends une leçon ici, donc je vais parler avec beaucoup de naïveté. Mais il me semble qu'il manque une interrogation autour de la relation de soins.
Je ne l'ai pas vu apparaître dans ce que vous avez dit. Et je pense que les gens, ça me paraît prioritaire. Oui, très bien. Et ça fait partie des anxiétés aussi quant à l'usage du numérique. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, la relation de soins, vous avez tout à fait raison. Elle n'apparaît pas en tant que telle, mais peut-être que c'est une erreur, justement. Elle est partie des différents groupes de travail. Elle a beaucoup été abordée dans le cadre de la téléconsultation, par exemple, puisque, effectivement, de placer un écran entre le soignant et le soigné, ça posait éventuellement un souci. Donc on en a beaucoup parlé à ce moment-là dans l'éthique de la télésanté. Mais c'est vrai qu'elle apparaît aussi dans les autres outils, notamment en termes d'accessibilité. C'est est-ce que les gens, les usagers, sont en capacité d'utiliser les outils, la messagerie citoyenne, par exemple, qui est dans mon espace santé, est-ce qu'ils sont en capacité, etc. Est-ce que ce rapport-là, est-ce que c'est quelque chose critiquable, souhaitable? La position que j'ai, je peux vous répondre en mon nom, c'est que en aucun cas, la relation de soins numérisée, en tout cas digitalisée, ne doit se substituer à une relation de soins humanisée, quoi. Par contre, quand il y a un défaut d'offre de soins, on va dire, eh bien, la relation de soins numérisée, c'est mieux que rien, quoi. Voilà. Mais attention, une vigilance. Mais justement, le fait que ce soit par défaut et pas de manière prioritaire, ça n'apparaît pas de manière très évidente. Par exemple, dans les films que vous avez présentés, il n'y a toujours qu'un sujet avec son appareil. Il n'y a pas une altérité présente. Et on ne la sent pas présente. Je peux vous donner d'autres films. Oui. Non, mais vous avez raison. Avec beaucoup de naïveté. Oui, non, mais vous avez raison. Vous avez raison. On n'a plutôt le sentiment que ça se substitue plutôt que ça s'additionne. Bon, alors, le mot d'ordre, c'est surtout pas de se substituer. C'est un des critères des 16 principes éthiques européens qu'on a mis en avant. C'est justement, c'est pas se substituer, c'est compléter avec efficience, notamment dans le cas d'un défaut. Et d'avoir recours à une téléconsultation parce que l'offre de soins sur place ou téléexpertise pour justement les spécialités en tension. Voilà. Mais je prends bien sûr cette proposition-là et voir comment est-ce qu'elle pourrait s'incarner de façon plus riche peut-être que d'être évoquée dans certains des sujets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre donc en plus de travailler sur la relation de soins ? Qu'est-ce que vous avez d'autre comme... Oui ? Redites qui tu es, Jean-Louis, parce que les gens à distance, je crois qu'il y a... Oui, pardon. Jean-Louis Freiss. Donc, du coup, en fait, ce qu'on voit sur ces années où les choses ont beaucoup évolué, c'est que avant, on se posait des questions sur l'utilité du numérique et de l'IA en santé. Aujourd'hui, ça s'est imposé. On ne peut que reconnaître que ça a une utilité. Par contre, il faut l'encadrer. On est bien d'accord. Et en fait, quand on discute avec les professionnels de santé et les personnes malades, moi, il me semble qu'on pourrait travailler sur quelle est la place du numérique et de l'IA en parallèle de la place de l'humain. Parce que du coup, on dit le numérique avec de l'intelligence artificielle, ou non, d'ailleurs, ça peut être un expert à côté de l'expert. Si on dit que le chirurgien, c'est un expert, l'IA, elle va lui proposer un certain nombre d'actes peut-être anticipés qu'il va pouvoir mettre en œuvre dans la suite de son intervention chirurgicale. Et la question que se posent aujourd'hui tous les utilisateurs, c'est quelle va être la place de la machine et quelle est la place de l'homme. Et du coup, je pense qu'on peut y amener une approche éthique dans tout ça, travailler avec des groupes sur des process pathologie par pathologie. D'ailleurs, ça va se rejoindre quand on en aura fait une ou deux. Et je trouve que ça permettrait de rassurer les professionnels de santé, de leur donner un cadre, parce que en plus, nous, professionnels de santé, quand on agit dans le cadre des sociétés savantes, dans le cadre de l'HAS, dans le cadre d'un certain nombre de choses, des comités d'éthique, des ordres. Et du coup, je me dis que ça serait une réflexion qui pourrait être assez intéressante et qu'on a commencé à mener d'ailleurs. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Arnaud. Ah oui ? Bah oui, parce que je pense que déjà le système doit se positionner par rapport à justement cette notion de machine que tu as évoquée. C'est pas un joli mot, mais... Oui, mais ça fait rien, il est efficace, on a compris. Du coup, que pense le SNITEM par rapport à cette question-là ? Et puis moi, je répondrai aussi. De la place, en gros, je résume. Oui. Du coup, de la place de l'intelligence artificielle au travers du coup des dispositifs médicaux, puisque je me placerai là-dessus. Par rapport aux médecins. Oui. Par rapport aux soignants, c'est-à-dire je fais mon
que je sois infirmier, médecin, pharmacien, kiné, je suis assisté, presque maintenant, dans quelques années en tout cas, par une intelligence artificielle. Et quel est mon rapport avec cette intelligence artificielle ou mon outil numérique? Comment est-ce que je l'utilise et quelles sont les bonnes pratiques d'éthique pour l'utiliser? Est-ce qu'il y a une éthique de l'utilisation des solutions numériques, notamment avec un focus sur l'IA, parce que l'IA a un statut particulier par rapport à un dossier patient informatisé, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Voilà. Alors, pour les dispositifs médicaux avec de l'intelligence artificielle, on l'a vu aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire qui du coup a fait consensus et va continuer de se développer d'ici l'année 2024, qui est l'IA Act, qui apporte un certain nombre de réponses dessus, qui va apporter aussi un certain nombre d'obligations pour le fabricant du dispositif médical disposant de cette intelligence artificielle, que ce soit sur la performance et la sécurité, c'est un dispositif médical, donc du coup il doit atteindre cette performance et sécurité, et sur une partie aussi éthique, notamment au travers du contrôle humain qui devra être mis en place sur cette solution. Après, c'est toujours une question difficile, cette notion d'éthique, en fait, pour un dispositif médical avec de l'intelligence artificielle. Nous, aujourd'hui, pour nous, ça nous semble logique qu'un dispositif médical doit être éthique, dans le sens où, s'il est sûr et performant, il doit aussi apporter cette éthique, que ce soit au travers, en fait, du professionnel de santé, mais aussi de l'utilisateur. Moi, je ne le plaçais pas sous cet angle-là, je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre. En effet, la machine, l'outil doit être éthique, il y a des référentiels, on est bien d'accord avec tout ça. Ma question aujourd'hui, c'est que quand on échange avec les professionnels de santé sur le terrain, tous, ils se disent, demain, notre métier, ce sera quoi? Comment est-ce qu'on va exercer, assisté par une intelligence artificielle? Là, on n'est plus sur le champ du légal, on est sur le champ de la pratique professionnelle et justement de l'éthique liée à cette pratique professionnelle quand vis-à-vis d'un patient, eh bien, aujourd'hui on se retrouve à trois, c'est-à-dire le patient, le professionnel de santé et l'outil numérique. Et du coup, c'est sous l'angle éthique, comment se décortique le process et où est-ce que sont les garde-fous ou les préconisations. Et ça, je pense que c'est pas... Alors bien sûr que le SNITEM est important dans la discussion, mais c'est avant tout les utilisateurs pour moi, là, pour le coup. Oui, alors du coup... Moi... Oui, alors, allez-y. Là-dessus, je veux bien rebondir du coup, maintenant que la question a été précisée, mais en effet, c'est une rupture technologique, l'intelligence artificielle. Donc ça va apporter du coup des changements de pratiques. En fait, c'est une technologie qui est là pour apporter quelque chose. Sinon, ça n'aurait pas de sens de le mettre au niveau des dispositifs médicaux et dans un cadre de santé, etc. Donc, il va y avoir des changements de pratiques. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que c'est le dispositif médical avec l'IA au service du médecin. Demain, est-ce que on est toujours dans cette problématique du nombre de médecins en fait dans les pratiques? Donc, est-ce que l'IA n'aura pas une plus grande part si on a confiance dans cette IA, s'il y a de l'éthique apportée au niveau de cette IA, etc. Comment se positionnera demain le médecin par rapport à cette rupture technologique? Ça, on ne peut pas se positionner aujourd'hui dessus, mais il y aura une question certainement à se poser dans les prochaines années. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous donner ma réponse sur la base de ce que les études ont mis en avant. On entend beaucoup parler d'IA, on entend beaucoup parler de la performance de l'IA. Et effectivement, force est de constater qu'il y a des résultats qui sont remarquables. Mais force est de constater également que l'expertise humaine est également remarquable. Je donne un exemple. Il a été publié le fait que sur l'analyse des mammographies pour le dépistage du cancer du sein, globalement, l'IA était meilleure. La performance de l'IA, elle était meilleure que la performance d'un groupe d'experts radiologues. Et ça, bon, ok, c'est ce qu'on entend tous les jours, on va dire. Par contre, ce qu'on entend beaucoup moins, c'était qu'il y avait des exemples d'images où les humains étaient clairement meilleurs et des exemples d'images où l'IA était clairement meilleure. Voilà. La conclusion qui en est tirée, c'est que l'humain plus l'IA, c'est mieux que l'humain. C'est mieux que l'humain, mais c'est aussi mieux que l'IA. D'accord? Donc, la collaboration entre l'humain et la machine, elle donne des meilleurs résultats, les plus performants que l'IA toute seule. Et ça, c'est hyper important, parce que pour moi, c'est la signature du fait qu'il
Il faut se donner les moyens de garder les expertises humaines. Il faut se donner les moyens d'augmenter cette expertise humaine par de l'IA. Et les questions que les gens se posent, mais qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je pense que c'est des gens qui n'ont pas compris qui ils étaient, quoi, quel était leur métier, quoi. Et s'ils pensent qu'ils sont substituables par une machine, ça veut dire qu'il y a tout un pan de leur activité en tant que professionnels de santé qu'ils ont oublié. C'est la relation avec le patient. Donc, il faut conserver ça. D'ailleurs, les radiologues sont en train de réinventer leur métier en mettant de l'examen clinique, de l'interrogatoire clinique, de trucs cliniques, parce que eux, effectivement, c'est les premiers, quoi. Puisque les systèmes d'imagerie avec de l'IA, c'est en moyenne, plus performant que le radiologue humain. Mais cette moyenne-là, elle cache des exemples, enfin des situations où l'humain est meilleur aussi. Donc c'est ça qu'il faut avoir. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas devin, hein. Mais moi, ce que je crois, c'est que nous, en tant que porteurs de l'éthique du numérique en santé, ce qu'on doit mettre en avant, c'est la transparence. C'est la transparence. Donc, est-ce qu'il y a une IA qui a été utilisée pour me prendre en charge? Il faut le dire. Est-ce qu'il y avait possibilité d'être pris en charge par une IA, mais le professionnel de santé qui a utilisé l'IA n'a pas suivi ce que l'IA préconisait? Il faut le dire. Voilà. Donc, nous, ce qu'on peut accompagner, c'est ça. C'est dire qu'en gros, faire en sorte que quand le professionnel de santé utilise une IA et qui suit l'IA, ben, le patient qui est pris en charge, il doit le savoir. Quand le professionnel de santé utilise une IA et qu'il ne suit pas ce que préconise l'IA, le patient doit aussi le savoir. Et quand le professionnel de santé n'utilise pas une IA, ben, il doit le dire aussi. Voilà. Donc pour moi, l'éthique, c'est la transparence. Le résultat, bien sûr, c'est important, mais pour l'éthique du numérique en santé, ce n'est pas ce qui compte le plus. Après, il y a des choix stratégiques. Qu'est-ce qu'on fait pour la prise en charge des patients de façon à leur garantir les meilleurs soins? Sans doute que l'IA est un élément du paysage, mais pas que. Pas que. Et quand il y en a une, il faut le dire. Voilà. Oui? Tout à fait. Je suis d'accord aussi. Hein. Ça fait partie. La transparence, c'est une des dimensions, mais il y en a plein d'autres. Là, c'est vrai, j'ai dit la transparence, mais c'est aussi les limites à ne pas franchir. Mais c'est aussi le fait que l'éthique du numérique en santé, c'est aussi le fait que ne pas utiliser le numérique en santé, ça peut ne pas être éthique aussi. Parce qu'effectivement, cette augmentation dont on a parlé, de l'humain par l'IA, ben, on n'en fait pas bénéficier si on n'utilise pas l'IA. On n'en fait pas bénéficier le patient. Donc il y a aussi cette notion-là. Mais est-ce que cela signifie que finalement sur la plateforme d'éthico-vigilance, par exemple, on peut être alerté sur un dysfonctionnement à un moment donné, et cela supposerait que ce soit remis en question? En tout cas, on se posera la question. Après, nous, on est consultatif, hein, on ne peut pas interdire des fonctionnements. Mais par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, on peut faire des recommandations par rapport à une mauvaise utilisation de l'IA, ou pour des finalités qui ne sont pas éthiques, ou parce que ça a été fait de cette manière-là. 2 minutes. Oui. Oui, je rebondis sur tout ce qui a été dit, et je suis tout à fait en accord sur tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Au niveau de la rédaction de l'IA Act, il y a un sujet qui était prédominant et une grosse question en fait qui était au niveau de cette rédaction, c'était il ne faut surtout pas, au travers de la mise en place de l'intelligence artificielle, perdre les connaissances, les experts qui sont aujourd'hui indispensables, parce que demain, si l'IA, on va dire, prédomine par rapport à un certain nombre de sujets, qui seront les experts pour dire que l'IA dysfonctionne ou pas, on ne le saura plus. Donc oui. Je pense qu'il y a cette chose-là qui est vraiment à garder en tête, oui. C'est garder l'expertise. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis l'IA, en fait, comme au jour d'aujourd'hui, c'est quand même une boîte noire essentiellement et qui a un fonctionnement qui est un peu bizarre, des fois, il peut y avoir quand même des effets complètement inattendus. J'ai juste... j'ai lu un article que je vous retransmets alors qu'on n'a vraiment pas le temps, mais ça fait rien, pas grave, on fera pas le tout, mais c'est intéressant. C'est l'histoire de la patte de singe. Vous connaissez cette histoire-là? Ok, je vais la faire très très courte. Donc en gros, il y a un type qui est invité à dîner dans une famille et puis qui dit oui,
ah là là, il m'est arrivé un truc terrible, on m'a donné une patte de singe, ça exécute tes souhaits, mais ça les exécute de façon quand même très compliquée, et c'est très difficile, je ne sais pas quoi faire de cette patte de singe. Et l'autre, il dit, ben, moi je la veux bien, la patte de singe, vas-y, moi je vais m'en occuper de cette patte de singe. Et donc, en fait, la nuit, il parle avec sa femme et il se dit, qu'est-ce qu'on pourrait demander comme souhait? Alors, il dit, ben, on a 2000 € à finir sur un prêt, on n'a qu'à lui demander 2000 €, puis on verra bien. Et puis, en fait, il demande 2000 €. Bon, et puis voilà, et le lendemain, en gros, il reçoit un message du travail de son fils, où ils disent qu'il a eu un accident de travail, il est mort, et pour dédommager, on leur file 2000 €. Voilà. Donc, ça peut être l'IA, ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où le raisonnement est complètement occulté, les processus pour arriver au résultat peuvent être complètement déviants. Voilà. Donc, bon, ça vous a mis complètement à place. Allez, moi je continue. Allez, hop, on a 5 minutes. Donc nous, ben voilà, on avait des propositions. Le déploiement du cadre de l'éthique du numérique en santé, ça va nous occuper un petit peu quand même en 2024, puisque avec tout ce qu'on a dit, on a vu que on a un début de quelque chose, mais il faut continuer à travailler. La vigilance éthique avec la plateforme éthico-vigilance, la conformité, opposabilité, labellisation éthique, ça c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Et d'ailleurs, Frédéric, peut-être juste 2 mots, qui va se présenter parce qu'il va être plus particulièrement en charge. Et puis, veille et anticipation sur l'éthique et comment aller plus loin. Vas-y Antoine. Voilà. Frédéric. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour en tout cas, merci en tout cas pour votre accueil. Oui, donc j'ai rejoint, je suis ravi d'ailleurs de rejoindre les équipes de l'ANS, donc plus spécifiquement sur le sujet de l'éthique. Donc, vu les enjeux, bien sûr, je m'inscrirai dans la continuité de tout ce qui a été développé, tout ce qui a été réalisé, et je m'inscrirai également donc pour poursuivre les différents travaux, et j'irai totalement partie prenante sur les travaux à venir. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et du coup, on a des pistes sur lesquelles on a réfléchi, qu'on vous pose sur la table. Et puis, n'hésitez pas après, par mail, à revenir vers nous. Si vous voulez prendre des responsabilités sur certains des sujets, si ça vous intéresse de piloter des choses, n'hésitez pas. Alors, déploiement du sens, production de nouveaux films, par exemple, organisation de nouvelles journées régionales, structuration, animation du Commence, plateforme d'éthico-vigilance. Là, c'est l'animation de la plateforme d'éthico-vigilance et la veille sur les problématiques éthiques. Conformité, il y a la formalisation d'un label éthique qu'on pourrait éventuellement travailler en lien avec l'écosystème, bien sûr. Les travaux en vue de la mise en place du bouquet de services aux professionnels. Tout ce qui est veille et anticipation avec comment on gère les nouvelles réglementations, les nouvelles technologies. On a déjà parlé de l'IA génératif et qu'est-ce qui se passe à l'Europe, voire à l'international. Et comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin sur l'éthique? Donc l'articulation qui a été mentionnée tout à l'heure avec Mathurin H pour l'éco-score et l'éthique DSIH et Mathurin ESMS, la suite des travaux en IA, comment est-ce qu'on peut justement répondre à cette question de la triangulation de la relation de soins avec un professionnel de santé, un usager et un ordinateur qui fait soit de l'IA, soit autre chose. L'articulation avec les travaux européens, avec notamment le SNITEM qui nous ouvre la porte de l'AI Act, les labels existants ou à venir, comment est-ce qu'on les intègre pour pas qu'il y ait de la redondance par rapport à les éditeurs qui veulent effectivement vérifier le référentiel de l'éthique de l'IA en plus de ce qu'ils veulent faire au niveau des labels. L'éthique de la télésurveillance, quelque chose aussi qui est apparu parce qu'au niveau de la télésanté, on s'est rendu compte que notre grille, elle marchait bien avec la téléconsultation, la téléexpertise, beaucoup moins bien avec la télésurveillance. Et puis, l'approfondissement, comme je l'ai dit, des travaux sur les référentiels thématiques et sectoriels, le fait de structurer un petit peu. Là, c'est vrai que c'est une première version qui existe, qui met à disposition les documents, mais pour être avec un effort de rationalisation, ça pourrait peut-être être plus lisible, plus efficace. Voilà. Donc, moi, j'en ai terminé. Si vous avez encore des questions, on a
2-3 minutes, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, si vous voulez rejoindre cette cellule éthique du numérique en santé, si vous avez autour de vous des gens qui n'osent pas mais qui en ont envie, dirigez-les vers nous, contactez-nous. Vous avez 2 adresses email là pour l'instant, puis on enrichira avec celle de Frédéric et voilà. Pas d'autres questions, ni à distance? Alors, à distance, j'ai une question. Oui. Est-ce que le professionnel ne devrait pas informer le patient des dispositifs numériques et IA qu'il utilise? Oui. Oui, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille dans une action qui n'a pas été évoquée ici, parce qu'elle patine un peu, donc je ne voulais pas en parler. Donc on a aussi des travaux qui conduisent à rénover le code de déontologie, et donc qui s'adressent aux professionnels. Et donc une des choses qu'on veut rajouter, c'est le fait que les professionnels de santé informent leurs patients du fait qu'ils utilisent du numérique et pour quelle finalité ils l'utilisent. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant aussi dans la petite slide là, qui parlait des logiciels de gestion de cabinet de ville, avec un extrait du questionnaire qu'on avait mis avec France Asso Santé en ligne, et où finalement on se rend compte que les 2 tiers savent que le professionnel de santé utilise du numérique, mais il n'y en a qu'1 tiers qui a été explicitement informé. Donc 50%. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Manon? Ok. Et là, est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute, et je vous souhaite un bon appétit. Pour ceux qui le souhaitent, le CNS commence à 13h30 dans cette même salle. Voilà. À bientôt.